Hello hello! Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court ? Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous éviter des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de randos de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, ce serait top. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Marc a répondu à mon appel à conversation pour nous parler d'Oman, qu'il a pu découvrir avec Laetitia lors d'un road trip de 10 jours. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais qu'à cela ne tienne. Maintenant qu'ils ont une petite fille de 15 mois, il va pouvoir nous dire ce qu'il referait ou pas avec sa fille. Marc et Laetitia vivent à Quimper. Pas toujours facile quand on aime le soleil. Ils vont donc le chercher en voyage, leur grande passion. Ils partagent ensuite leurs aventures, photos et bons conseils sur leur blog Incorrigible Caméléon. On s'envole donc pour le golfe Persique, à la découverte entre autres de Mascate, Misfa, Nizoa, de son magnifique désert et de ses paysages à couper le souffle. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Marc à Oman. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Bien. Bon, j'ai passé une petite nuit avec ma petite fille, là, mais bon, ça Ah, va, elle je s'est suis réveillée ? ouais, elle s'est réveillée très tôt. Elle a quel âge ? Elle a 15 mois. Ah bah oui, c'est pas encore tout Ouais, à fait réglé, c'est normal. elle n'est pas calée encore, tout à fait. Bon bah merci d'avoir répondu à mon appel à conversation parce que c'est une destination qui est encore assez méconnue. Ouais, c'est une destination que j'ai adorée parce que, on me l'a conseillé, en fait. J'ai Mhm. une copine qui a travaillé plusieurs années aux Émirats et au Qatar. Elle était résidente là-bas, elle est restée quasiment, 7 ou 8 ans. Et à chaque fois, elle m'a dit: «Mais, s'il y a un pays, vraiment qui est magnifique avec, une diversité de paysages, une population adorable, et un dépaysement garanti, c'est vraiment, le sultanat d'Oman». Alors moi, je connaissais de nom, mais j'avais pas d'image, particulière en fait du pays. Après moi, j'ai une passion pour les pays où la religion, musulmane est pratiquée. Bon, j'ai visité le Maroc, j'ai visité Israël, la Jordanie, les Émirats. C'est vraiment des pays qui me fascinent. J'en ai Mhm. plein d'autres, hein, que j'ai envie de faire. J'ai proposé ça à ma compagne pendant plusieurs mois parce qu'on a beaucoup voyagé. On a un peu stoppé avec la situation. C'est même pas la petite fille qui me fait stopper, c'est un peu la situation. Pendant des mois, c'était: «Ouais, ouais, j'ai pas d'image, Bof. je me représente pas». Alors j'ai fait toutes les vidéos possibles et les clichés. Elle me disait: «Oui, ça a l'air bien», mais bon, pas plus que ça. Et puis on trouve une bonne offre financière, pour le vol avec, la Lufthansa qui était couplée avec, Oman Air, et on avait payé 400 € le vol sur des vacances scolaires comme ma compagne est enseignante, donc c'est sûr que les prix nous sont toujours un peu plus élevés. Mais, là, on avait un prix qui vraiment, défiait toute concurrence, donc on s'est dit: «Allez, on y va, bingo, quoi». Donc c'est pour ça qu'on avait décidé, c'était en octobre 2018 là d'y filer, et ouais, vraiment, pays absolument, magnifique. Je me fais un plaisir de le raconter et de le promouvoir à tout mon entourage surtout. Bon, on va pas rentrer tout de suite dans le détail, mais on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux me dire à quand remonte ton premier souvenir de voyage ? Le premier souvenir, bon, de toute façon, c'est automatiquement avec tes parents, hein. Je me rappelle, alors mes parents étaient pas très baroudeurs, hein. C'est des gens qui ont besoin d'être dans des lieux qu'ils connaissent bien, même quitte à revenir plusieurs fois. Moi, ce qui est pas du tout mon comportement. Ils nous avaient emmenés, à Majorque, aux Baléares là, et je me rappelle, alors voilà, ils s'étaient laissés entraîner par un truc tout construit, hein, dans la partie la plus bétonnée, la moins jolie de l'île, mais je me rappelle qu'on avait fait quelques petites virées dans les villages aux alentours, et c'est vrai que là, ça m'avait quand même je m'étais quand même dit: «J'aime bien cette sensation d'être dépaysé, de pas avoir les mêmes odeurs, d'avoir les mêmes bruits, d'avoir un soleil différent, une lumière différente», et je me rappelle que ça m'avait vraiment interpellé.
C'est vraiment je devais avoir, ouais, je devais être en CE2, ça devait être, 8 ou 9 ans. Donc ça, c'est le voyage à l'étranger. Après, ils m'ont bougé un petit peu en France et c'est vrai que cette sensation, j'attendais ça avec vraiment plaisir. C'était pas le concept de vacances, c'est vraiment le concept de m'échapper du quotidien qui me plaisait et donc bah, ça oui, ça a un peu, C'était le début. ouais, voilà et puis après, bon, on a été bien sérieux, on a fait nos études sérieusement, voilà, on bougeait pas trop et tout et après, bah, quand tu as tes 2 salaires et que tu es tranquille et ben, tu te dis: «Tiens, je voulais bien faire ça», puis ta compagne: «Moi, je voulais faire ça», puis paf, c'était parti. Donc voilà, ça a mûri longtemps. J'aurais peut-être pu partir plus vite, mais ouais, écoute, circonstances de vie, fait que, bah, c'était, un petit peu sur le tard, mais je pense qu'on s'est bien rattrapé. Bah oui, j'ai l'impression, quand on voit votre site internet, vous avez fait pas mal de voyages. Ouais, on avait lancé ce site internet-là, nous, on n'a aucun objectif de certains veulent en vivre, certains veulent faire du partenariat. On a plusieurs, objectifs. C'est un, on se fait plaisir parce que quand on reprend les photos, qu'on les traite, qu'on les poste et qu'on fait l'article, on a un plaisir parce que ça fait le côté, carnet de voyage, voilà, où on se souvient, quoi. Après, si on le partage, c'est aussi pour montrer, aux gens autour de nous, même un peu plus loin, qu'il y a des possibilités de voyager sans forcément, bah, gagner une blinde Mmh. et sans forcément y laisser tout son porte-monnaie et à partir du moment qu'on construit seul son voyage et qu'on se débrouille un petit peu seul pour réserver, tous les éléments, la voiture, les logements, les activités, organiser un petit peu son terrain, globalement, on arrive à s'en sortir. Il y a des destinations plus chères que d'autres, évidemment. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'on arrivait à convaincre, certains autour de nous et on a réussi, hein. Il y a certaines personnes qui vraiment maintenant m'ont dit: «Tu en penses quoi de cette destination?» ou qui m'ont dit: «On a lu ton site avant de valider le billet d'avion», donc ça fait plaisir, quoi. Moi, Ah c'est bah mon seul oui. objectif, pousser à la découverte, en fait et c'est vrai qu'après quand tu vois tout ça, tu te dis: «Ah, qu'est-ce que c'était bien, on en a quand même baroudé, on s'est fait plaisir». Les souvenirs, ils sont ancrés, moi, j'ai presque envie de dire que le n'importe quel voyage, on s'en souvient presque jour par jour et avec ça, ça nous permet aussi de bien l'ancrer dans notre cerveau. Ça fait plaisir. Oui, et vous donnez beaucoup de conseils, le petit conseil en plus, à chaque étape, c'est vraiment chouette, c'est des bons plans et ça permet Ouais, aux gens de s'inspirer, pour leur propre voyage, donc c'est vraiment, c'est très bien fait. merci. Votre fille a 15 mois, depuis 15 mois, c'est pas super simple de voyager. Est-ce que vous avez quand même un peu voyagé avec elle? Ouais, alors de toute façon, nous, on s'est dit, avec notre petite fille, on s'arrêtera pas parce que le voyage, c'est une de nos passions, donc on a vraiment envie de continuer ça. Mais surtout, on s'est dit qu'on avait envie d'avoir une petite fille, une petite fille ouverte sur le monde, qui avait envie de découvrir. Voilà, notre obsession, c'est qu'elle découvre et qu'elle ait confiance en elle, quoi, qu'elle aille vers l'autre. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, aussi de par notre métier à tous les 2. Le but, c'est d'aller vers les autres. Mmh. Et évidemment, il faut commencer doucement, hein, parce que quand tu as des enfants qui dorment pas terrible, bah, il faut il faut y aller mollo, quoi. Il faut avoir un spot central et après rayonner. Donc c'est vrai que la première fois qu'on est du Finistère, on a été en Finistère Nord, hein, c'est déjà 1 heure et demie de route et on avait découvert des lieux qu'on ne connaissait absolument pas et puis progressivement, on lui a fait voir que c'était possible et à nous aussi, hein, parce que je pense qu'il faut aussi que les parents se disent c'est peut-être les parents les plus stressés dans l'histoire au final. Absolument. Je pense que l'enfant suit est très content au final d'être dépaysé, donc on a découvert l'île de Sein, bon on connaissait déjà mais on l'a emmené. Puis après, on a testé, Belle-Île-en-Mer parce qu'on connaît beaucoup les îles du Ponant et on connaissait pas Belle-Île-en-Mer, donc là on l'a emmené, le bateau, tout s'est très bien passé. On randonnait et en fait on a augmenté un petit peu en pression comme ça et après fin août, on a été 2 semaines en van en Californie, en Corse du Sud. Donc là, c'était quand même hyper sport parce que faut le la vie en van avec une petite de 11 mois, alors c'était fabuleux mais terriblement épuisant. Voilà, parce que pour faire dormir une gamine dans la tente au-dessus du camion, bah, il faut l'endormir d'abord en porte-bébé, monter sur les 2 sièges, sans la réveiller évidemment, Ah bah enlever le oui. porte-bébé, déposer délicatement, redescendre, que rien ne tombe, qu'il y ait aucun bruit. Donc c'était très sport, mais on en garde des souvenirs vraiment, mémorables. Puis en plus, la Corse du Sud, c'est magnifique et on est allé au Portugal, dans la région d'Estramadure en octobre dernier et super région. On a pris un spot central et les sites d'intérêt, en fait, étaient à 20-30 minutes de route, donc c'était plutôt sympa, en fait, pour la petite, pour pas faire trop de voiture. Bon, allez, on part à Oman. Alors, vous ne l'avez pas fait avec votre fille puisqu'elle n'était pas encore née, mais comme vous êtes parents maintenant, l'idée c'est vraiment de se projeter dans cette configuration-là et de nous donner, de nous raconter votre voyage avec des yeux de parents. Est-ce que vous auriez fait les mêmes choses ou pas? Et ça, tout ça, tu vas nous le raconter.
Tu nous as déjà dit pourquoi tu voulais faire cette destination et pourquoi vous l'avez choisie. Vous l'avez fait en fin d'année, en automne, c'est ça? C'était, ouais, en automne parce que alors, évidemment, hein, c'est le golfe Persique, donc la température, elle est caniculaire sur certains mois. On se doute bien, la période octobre-mars, en gros, c'est celle qui est à privilégier parce que tu as des températures de 25-30 degrés. Et moi, déjà, en octobre, c'était fin octobre, donc c'était à la Toussaint. Sur le compteur de la voiture, c'était quand même 37-38. Et Ouf! faut quand même, ouais. Alors, quand tu sors de l'aéroport, tu es bien, parce que: «Ah, il fait bon» et en fait, tu sens que progressivement, la température est bien plus élevée que ton corps ne l'imaginait et vraiment, ouais, ouais, tu peux vraiment être abattu donc tu as le voyage, le décalage horaire, la température, c'est quelque chose à prendre en considération, surtout quand tu es en famille. Enfin, les enfants peuvent pas trop souffrir de ça, quoi. Il y a combien de décalage horaire? On était, je crois que de mémoire, on était sur 3 heures. Ouais, ça va. Pour caler les sommeils des petits, c'est plutôt raisonné. Après la chaleur, est telle que je me rappelle, on s'est tapé une sieste à l'arrivée parce que pouf, Bah il oui. fallait vraiment, voilà, tu as des vols, tu as des CORES et cetera, donc tu as quand même du temps passé, en fait, dans les transports qui te fatigue, hein, c'est une accumulation. Donc ouais, période, moi je trouve que la période entre octobre et mars, c'est pas mal. Après on comprend vite pourquoi les vols sont pas chers, en mai, juin, juillet, parce que c'est pas possible d'y Il aller, fait tu vois? trop chaud. Si c'est pour sortir et être cramé ou finir, dans les malls pour, être avec la climatisation, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc Non, ouais, c'est sûr. privilégier plutôt octobre, février, surtout avec des enfants. Comment vous avez organisé votre séjour? Alors en fait, on est un peu de la team, organisation. Alors Non, certains, j'aime y vont. bien. Et moi j'admire, hein, ceux qui prennent leur billet, qui prennent, une nuit et qui après voient. Ah ouais, non, moi je sais pas faire. C'est pas ma conception parce que moi j'ai besoin d'être sécurisé, de savoir où je vais Mmh. et surtout comme bah, avec le boulot et cetera, on a des durées limitées, hein. Moi, vacances scolaires, je sais que je pars pas plus de 15 jours, hors été par exemple. Donc je suis limité en timing. Je pense que l'organisation te permet à la fois d'en profiter au maximum sans avoir des petites perturbations, «Tiens, un jour je voulais aller à tel endroit, mais merde, c'est fermé», enfin des choses comme ça. Et surtout, s'organiser, c'est une baisse de coûts. On n'a pas des salaires extensibles, donc baisser des coûts, c'est intéressant et toute la baisse de coûts, bah, tu vas pouvoir la reporter ou la réinvestir sur une autre destination prochainement, quoi. Donc moi, je suis vraiment en mode organisation et surtout, c'est, un peu comme certains artistes, tu sais, dans l'art conceptuel, ils imaginent l'œuvre d'art qu'ils veulent faire, mais ils ne la font pas. Et en fait, moi, j'ai une partie du plaisir qui est de créer le voyage, vraiment. Donc imaginer, voir le parcours, imaginer les distances, voir s'il y a un problème, s'il y a un petit truc que j'ai pas vu, dans un guide ou sur internet, par exemple. Et moi, cette période de préparation me plaît. Voilà, faire la distance, voir dans quel petit lieu sympa je vais aller. Après, je me laisse aussi pas mal de liberté. On va pas se dire absolument qu'il faut aller bouffer dans tel resto ou quoi que ce soit. On sait à peu près les sites qu'on a envie de découvrir parce que soit on les connaît depuis tout petit, soit on les a découverts en photo et on se dit: «Tiens, j'irais bien découvrir ça». Mais voilà, donc on organise tout, avec ma compagne. Bon, c'est plutôt moi qui est là-dessus là. Elle a lâché. Elle m'a dit: «De toute façon, tu fais ça très bien», donc elle a lâché. En gros, voilà, hein, c'est du Booking, du Airbnb, voilà, on prend les vols secs, on fait des résas, de voitures, «sèches» entre guillemets, voilà, on essaye de faire baisser les coûts au maximum, quitte à faire des résas, les annuler, les reprendre. Enfin, vraiment, on essaye, voilà, de compresser les prix, au max pour après se dégager un budget de vie, quoi. On sait à peu près ce qu'on veut faire, mais on va pas se dire: «De telle heure à telle heure, on fait ça». C'est hors de question, quoi. J'ai envie d'en profiter, je suis en vacances, quoi. Donc Et qu'est-ce qui vous inspire pour créer votre itinéraire? Enfin, surtout toi, puisque Laetitia a lâché l'affaire. au départ, bah, surtout, moi j'aime bien mixer ma destination. J'ai pas aimé faire un 100 plage ou un 100 ville, et cetera. Moi j'aime bien mixer, savoir que je vais découvrir une belle ville, puis après je vais aller dans un bon resto, après je vais me perdre dans la nature pendant une journée ou alors je vais aller me baigner dans une super plage. J'aime bien faire ça, donc j'essaye de construire en fait des programmes où je vais être dépaysé chaque jour. Voilà, c'est vraiment ça. Et comme ce pays s'y prête totalement, parce qu'on peut avoir des superbes plages, des superbes villes, le désert et la montagne. Il n'y a pas mieux pour se créer, condenser un voyage vraiment protéiforme, multiple, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré. Et comment tu fais pour savoir où est-ce que tu veux aller? Tu t'inspires de quoi? Bah, déjà, moi, je suis depuis tout petit, hein, par, ma formation, et mes goûts, moi, j'ai toujours aimé, l'histoire et la géo. Donc c'est Mmh. des choses qu'en fait, j'ai toujours regardé des bouquins, des photos, j'ai toujours été baigné là-dedans et je me rappelle que ma mère, pour m'occuper, en fait, elle allait me choper des catalogues de voyages pour me les mettre, voilà, dans ma chambre et en fait, j'ai décortiqué tout.
Et en fait, je pense que dans ma rétine, j'ai imprimé plein d'images, en fait, de pays et ça a poussé à ma curiosité, quoi. Et après pour ce que j'ai envie de voir, clairement, je pense qu'on est un peu tous pareils. On a quelques idées, de base. Après, on regarde TripAdvisor, on regarde certains sites, on regarde certains bouquins, on lit certains livres autour de la destination et puis je trouve que le parcours en fait, il se fait un peu, de manière naturelle, quoi. Il mélange un peu les possibilités, tes goûts, les goûts de ta compagne aussi, parce qu'il faut qu'on s'entende, qu'on fasse des trucs qui nous plaisent et puis après, faut adapter aux enfants, quoi. Quand tu fais avec enfants, en plus, faut adapter, quoi. Un voyage, comme ça, c'est une vraie construction intellectuelle, sensorielle, financière, quoi. C'est une vraie construction, moi j'aime bien ça. Et tu mets combien de temps à construire un tel voyage? Parce que tu te documentes beaucoup, on voit que c'est vraiment organisé. Il y en a Mmh. qui s'y prennent 2 jours à l'avance. Alors quand on veut les meilleurs prix, ça marche pas. Mais du coup, toi, pour Oman, tu t'y es pris combien de temps avant? Comme, on essayait, alors là, la situation est différente, mais avant on partait à chaque vacances scolaires, en gros, j'avais toujours un coup d'avance, quoi. Il m'arrivait même des fois, dans ma destination, par exemple, d'hiver, d'avoir le guide de la destination d'avril. Je suis un peu un fou là et Ouais, t'aimes voilà et ça? de ouais, j'aime bien, j'aime vraiment ça, quoi, ça Mm. me passionne, tu regardes, tu te dis: «Ah tiens, ça c'est un lieu intéressant, on s'y sentirait bien». En général, ouais, je prépare 2-3 mois à l'avance, sauf si ce sont des destinations hyper tendues. Par exemple, tu vois, là, je prépare les Açores. Je sais Mhm. qu'il faut réserver très vite les logements et les voitures, sinon tu te retrouves en rade où tu as des prix exorbitants. Donc j'essaye aussi de jauger par rapport à la destination et à l'offre, en fait, hein. Plus tu as d'offres, plus tu as du temps pour gérer, moins tu as d'offres, plus tu dois te dépêcher. Donc ouais, en général, c'est plusieurs mois à l'avance et surtout, j'essaye, quand même j'ai réservé, par exemple, des logements. Alors ça fait ça fait un peu économe, mais voilà, quand j'ai réservé des logements, j'essaie aussi de voir s'il y a pas moyen si le prix a baissé, de relouer et cetera pour faire baisser le prix, voilà. Je Bah, m'y t'as bien prends, raison. bah ouais. Je me Bah dis ouais, que de toute façon, la personne fera du bénéfice en face et moi, si je peux investir dans autre chose, c'est pas plus mal. bah carrément. Quand vous arrivez à Oman, est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance, les couleurs, l'architecture? Qu'est-ce qui vous frappe quand vous êtes sorti de l'aéroport et que vous êtes vraiment arrivé dans la ville? Ah déjà, je vais dire avant de sortir de l'aéroport. Ah, Parce que d'accord. déjà, quand tu arrives, bon, tu as le passage de douane. Les personnes aux douanes, hein, portent le costume traditionnel. Donc Mhm. déjà, tu te dis, voilà, ils ont tout leur habit blanc et tout, enfin, c'est assez, voilà, déjà, tu es dépaysé, quoi. Les gars sont en tongs, sous leur grande tunique blanche, c'est assez marrant, quoi. Tu te dis que tu es quand même pas sur les mêmes conceptions qu'en Occident et puis après, voilà, tu prends la voiture. Quand tu sors de l'aéroport, tu as, des très, très grandes routes, quoi, enfin, très grandes autoroutes où tu as 3-4-5 voies et là, tu as des bâtiments construits, plein d'énormes maisons, des mosquées, la montagne au fond. Enfin, vraiment, là, tu te dis: «Waouh, je suis vraiment ailleurs» et en fait, tu sens déjà, rien que visuellement, quand je suis sorti, tu avais le côté très, je sais pas s'il y avait une tempête de poussière, mais tu voyais que c'était très, très chaud, en fait, comme ambiance, quoi et tu vois, beaucoup de monde marcher, le long des immeubles autour. Enfin, là, tu dis: «Waouh, ça va grouiller de monde», l'architecture est totalement différente, même l'architecture des logements, hein. Je dis les logements, les appartements sur 5-6 étages, tu vois que c'est pas du tout les mêmes que les nôtres, quoi. Donc déjà, tu as ça, le paysage est totalement différent, tu vois tous les minarets, un petit peu partout, les énormes, véhicules parce que vraiment le golfe Persique, quand tu roules, on avait loué un 4x4 à pas cher, on croyait qu'il était déjà énorme, mais c'était un minus comparé à véhicules que tu pouvais voir, quoi. Donc ouais, déjà le premier choc, tu te dis: «Waouh, il fait très chaud, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'inégalités aussi», voilà, hein, entre les personnes immigrées qui viennent travailler et les Omanais qui sont très peu nombreux au final, hein. Dans le pays, tu sens qu'il y a une vraie différence de finances. Tu as des très grandes routes, tu pas un seul nid de poule, hein, tu vois? C'est vraiment, sur les grandes routes, hein, j'entends. Sur le reste, c'est autre chose, mais sur les très grandes routes qui mènent à la capitale, tu vois que, ouais, c'est des villes, au final assez modernes, hein. Mhm. Quel itinéraire vous avez suivi? Si on part avec vous en voiture, on commence par quoi? Et puis ben, on va te suivre jusqu'au bout. Donc vous avez commencé par quoi? Le premier contact, c'est la capitale, hein, c'est Mascate. Évidemment, parce que déjà, comme tu es un petit peu fatigué de ton trajet, tu te poses au plus près pour récupérer et puis bon, comme c'est la capitale, c'est sympa. Souvent, quand tu arrives le matin, ce qui est intéressant, c'est que la grande mosquée, du sultan, là, Sultan Qaboos, en fait, elle est ouverte aux non-musulmans, le matin, en fait, de 8 heures à 10 heures ou de 8 heures à 11 heures, ça dépend, des horaires. Donc voilà, il faut bien se couvrir. On peut filer Ils peuvent filer aussi des vêtements pour les femmes et c'est hyper intéressant parce que c'est un islam, modéré, en fait, c'est l'islam ibadite, qui est vraiment, d'Oman, quoi. Donc c'est vraiment une vision particulière de l'islam, très, très apaisée. Ok.
Et la mosquée, elle est juste dingue. Elle est dingue, elle peut accueillir 20 000 fidèles. Je crois qu'il y a un tapis qui fait plus de 4 000 mètres carrés. Enfin, Waouh! et ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Elle est très, très grande. C'est d'une propreté, rare. Enfin, vraiment, tu as des effets de lumière. Enfin, vraiment, c'est très, très, très sympa. Quand tu as la chance d'avoir un appel à la prière en plus à ce moment-là, c'est c'est divin. Donc ouais, c'est le premier contact, c'est, la très grande mosquée. Voilà, il y a quand même beaucoup de mosquées qui sont fermées aux non-musulmans dans le monde. Quand tu as la chance de pouvoir en découvrir, en tant que non-musulman, moi je trouve que c'est toujours un plaisir. Donc je pense que c'est le premier contact, quoi. Et puis c'est un pays qui adore les enfants. Vraiment, tu sens que ouais, ils ont plaisir à te recevoir, quoi, et ils ont plaisir à te faire découvrir leur religion et leur architecture. Voilà, c'est une fierté, et après quand tu arrives en ville, en fait, tu as toute une corniche, donc c'est un petit peu la balade, c'est un peu la balade du soir, quoi. C'est la croisette un petit peu. Tu te balades, tout le long, en fait, et c'est la corniche, de Mutra. Donc c'est hyper sympa parce que tu as des maisons, bon, tu as une super belle mosquée, tu as des maisons à Moucharabieh, c'est l'architecture, traditionnelle avec les petites avancées de terrasses, enfin les maisons arabes, c'est vraiment très beau, et surtout, tu vois la vie, tu vois les Omanais de la capitale se balader ici, c'est vraiment la balade du soir, quoi. Donc il fait caniculaire, tu es devant la mer, tu as les plus gros bateaux que j'ai jamais vus de ma vie, dont un est au père et un est au fils. Donc là, le dirigeant est décédé, il y a quelques mois d'Oman. Je sais pas, j'ai vu que le ministre de la culture le remplaçait pendant un moment, mais je sais pas où ils en sont. Tu as les 2 énormes bateaux, je sais même pas quel terme, c'est pas des yachts parce que c'est des énormes, c'est des vaisseaux sur l'eau, et de tu vois que ça, en fait, c'est assez incroyable, quoi, et après, bah, tu peux te balader au souk. Alors moi, je suis pas très fan des souks parce que me faire alpaguer tout le temps, je suis pas très fan, et puis surtout, tu penses aux familles, quand tu as des enfants, les enfants, ils regardent partout. Donc dès qu'ils voient un endroit, au stand, tu as le vendeur qui est: «Ah, toi, je vais te choper». Donc voilà, moi c'est à la limite, c'est le lieu le moins authentique. Je suis pas très fan des souks globalement, surtout quand on vient de te taper, pour essayer de t'avoir, en fait. Mais évidemment, bah, tu dois t'y balader, voilà, tu as des petites boutiques où on ne vient pas te chercher, et justement, tu as peut-être envie d'y jeter un œil, quoi. Donc ouais, c'est un petit moment quand même, assez sympa, et après ce que j'ai bien aimé aussi à Mascate, c'est la plage de Kurm. Alors déjà parce que c'est toujours sympa d'aller à la plage avec les pieds dans l'eau. Moi j'aime bien, un petit coucher de soleil, c'est toujours agréable, et il y a un truc qui est assez dingue, c'est qu'il y a beaucoup de grosses bagnoles derrière. Alors tu sens que tout le monde sort un petit peu pour se montrer, c'est assez rigolo. Tout le monde sort la grosse voiture du soir, et Ah. toi en tant qu'Européen, en général, tu as une voiture moyenne, tu t'assois un petit peu et tu regardes, c'est assez, divertissant, voilà. Ils viennent se garer proche de la plage pour aller à la plage ou c'est juste que vous les avez vus à ce moment-là? Non, c'est une petite tournée. J'avais lu quelque part que c'était un petit peu la tournée des grosses voitures, quoi, et OK. en fait, c'est vrai, ils passent, ils reviennent, et ils repassent et ils reviennent, et tu as des voitures que toi, en tant qu'Européen, tu as jamais vues de ta vie, quoi. C'est vraiment le quartier ultra chic, en fait, de Mascate, et il y a un côté un peu bling bling, je me montre. Bon, faut prendre ça je pense qu'il faut prendre ça au 2e degré. Et cette plage de Kurm, du coup, elle est à Mascate. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mascate, tu as une toute petite ville. On voit surtout des photos de Mascate, c'est souvent Mutra, mais en fait, la ville, elle est hyper étendue. Mmh. Je crois que c'est 1 million d'habitants, mais la petite ville au centre, ça doit être 20 000-30 000, mais l'agglo tout autour, c'est 1 million d'habitants. Donc en fait, tu as énormément de quartiers. Cette ville, elle est super grande. Donc tu as des quartiers, bah, que tu vas pas les visiter parce que c'est vraiment des quartiers purement résidentiels, clairement. Mais ceux que j'ai cités là, c'est ceux qui, je pense, pour, une première approche de la capitale, c'est un moment assez sympa, et après tu as le côté aussi, tu as le vieux Mascate où tu as le palais du sultan, et cetera, mais tout est hyper fermé parce que c'est le lieu du logement politique, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est un premier beau contact. Moi, je recommande à la Mascate, c'est une capitale qui est plaisante. Vous êtes resté combien de temps? On est resté 2 nuits, en fait, mais on avait coupé, en fait. On était revenus, on avait fait les premières journées au départ, une première journée, on était revenus en dernière journée aussi, pour terminer ce qu'on n'avait pas pu, voir, en fait. Mais c'est sympa. Après Mascate, vous allez où? Et on a fini voir des forts. Alors en fait, à Oman, tu as beaucoup de forts qui sont plus beaux les uns que les autres. Tu as un côté très ocre. En fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est leur monumentalité. Ah. Ils ont une assise, tu vois, à l'épaisseur des murs. Enfin, vraiment, tu te dis: «Waouh, c'est pas du tout l'architecture occidentale pour les fortifications». Et on en a visité 3 avec ma compagne. C'est hyper adapté aux enfants, hein, parce que, eh, les châteaux les Beh châteaux oui. forts, hein, voilà, ça passe, quoi. Tu as un côté défense, tu peux marcher à l'intérieur, tu peux monter sur les murailles, enfin vraiment, tu as une vue exceptionnelle sur les villes, enfin vraiment, moi je trouve ça très, très bien et très adapté. Tu as le fort de Nahal, qui était pas très loin, c'était à 2 heures de Mascate, et en fait, ce qui est intéressant, donc voilà, tu
tu as des tours, tu peux te balader à l'intérieur, tu as différentes pièces, et cetera. Des salles, où tu as des tapis au sol, en fait, et tu as des petites ouvertures qui fait qu'il fait tellement caniculaire dehors que quand tu rentres à l'intérieur, tu as frais. C'est une clim un peu naturelle. Franchement, c'est un délice, c'est un coup à plus, décoller, en fait. Quand tu t'assois là avec le petit vent frais, c'est vraiment, sympa. Et surtout, par exemple, ce que j'avais bien aimé dans le fort là de Nahal, c'est qu'en fait, il protège une palmeraie. Donc le but, hein, c'est le palmeraie, les dattes, c'est une ressource alimentaire, une ressource financière, hein, pour eux, voilà, à l'époque de la construction du château quoi, du fort. Et en fait, c'est un fort qui a pour objectif de protéger la palmeraie. Et quand tu vois des centaines de palmiers avec ce vert là qu'on aime tant, une montagne totalement aride au fond, tu as la montagne aride, tu as la palmeraie et tu as le fort, puis plus loin tu as la ville. Les couleurs, il Waouh! y a un tel contraste. Ah, moi j'ai adoré quoi. Et qui dit palmeraie, dit automatiquement faut de l'eau. Ah bah oui. Tu as une source en fait pas loin, où tu peux te baigner, quand elle est pas trop asséchée quoi. Et tu vois, tu as un gars qui va venir avec ses chèvres, marcher le long, enfin vraiment tu es dépaysé total. Moi j'ai adoré ça. Tu as un autre, alors ils sont pas forcément dans le même coin, mais comme c'est une thématique sur les forts, tu en as un deuxième que j'ai bien aimé, c'est le fort de Barla. Il est super imposant en fait, et il offre une vue sur, la ville aux alentours aussi qui est vraiment extraordinaire quoi. Et tu peux te balader, tu as l'impression que tu finis jamais la visite quoi. Tellement c'est grand? Ouais, tu as des portes sculptées, tu as tout un système en fait de dispositifs défensifs quoi. La cour intérieure, elle est super impressionnante. En fait, voilà, c'est presque une sorte de casse-va, ça veut dire que les habitants, en cas d'attaque, pouvaient s'y réfugier et y vivre plusieurs jours quoi. Après le défaut de ces forts en général, c'est que, bah, tu as aucune politique de médiation. Voilà, c'est un peu le professionnel qui parle, mais toi, tu vas pas avoir de panneau explicatif, tu vas pas avoir de petits livrets pour les gamins Ah pour qu'ils oui. puissent découvrir par eux-mêmes. Donc tu as intérêt en fait de toi prévoir et de poser la question, limite à tes enfants, «Tu crois que ça sert à quoi cette salle-là?» et cetera pour dynamiser. Sinon des salles vides à la fin, tu peux vite peut-être lasser les enfants. Donc je pense qu'il faut y amener un peu de dynamisme et un peu de médiation personnelle parce que là, c'est pas du tout mis en avant. Et après, la chose à noter, c'est que le prix, alors, c'était dérisoire, hein, c'est genre si tu payais 50 centimes d'euros, quoi. Ah Donc la oui. visite, en fait, des forts, oui, c'est vraiment que dalle, hein. Et c'est, pour les parents, hyper photogénique. Et surtout quand tu y vas, genre vers 16-17 heures là, coucher de soleil là, oh là là, la couleur ocre et tout, qu'est-ce que ça ressort, c'est, prodigieux, quoi. Donc ouais, les forts, hyper adaptés aux enfants et il y en a plein d'autres. Est-ce qu'il y a une tenue particulière à adopter quand on visite ces forts? En gros, c'est la tenue, c'est pour le pays en entier. OK. Les guides, et c'est vrai, recommandent d'être hyper sobre dans sa manière de s'habiller. Il faut se couvrir qu'on soit homme ou femme. Ça veut dire que OK. pour un homme, avoir une chemise à manches longues, c'est mieux, même si à manches courtes, personne ne va t'embêter. Mais voilà, il y a pas, la volonté de montrer ta peau, c'est pas dans la culture locale, c'est pas dans la culture, musulmane. Donc moi je pense qu'un pantalon et une chemise, un pantalon léger, hein, parce qu'un jean bien épais, Non. on va pas le supporter. Les femmes, vous mettez une petite chemise un peu aérée, un pantalon hyper léger, ça passe très bien. Pour ceux et celles qui se posent la question, le voile n'est absolument pas obligatoire, hein. Le seul pays qui impose le voile même aux touristes, c'est l'Iran, hein. Donc à Oman, ça n'est pas le cas. Mais ouais, il faut se couvrir et en plus, ça a aussi l'avantage d'éviter de cramer parce que le soleil, quand même bien fort. Donc avoir tout un équipement et avoir une peau protégée, c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez croisé, des familles qui visitaient ces forts en même temps que vous? Ouais, ouais, plein. C'est hyper familial en fait, hein. Il y avait vraiment de tout. Il y avait des couples d'anciens, il y avait des couples qui avaient une trentaine d'années comme nous, et il y avait des familles avec 2-3 enfants. Et les gamins, ça courait, hein, ça courait bien dans le château. Les gardiens disaient rien parce qu'ils adorent les gamins. Et ouais, ouais, c'est hyper adapté aux enfants. Et ils en sortiront avec un grand sourire, quoi. Visiter un château comme ça, avec des couleurs totalement différentes de ce qu'il y a en Europe, c'est bingo, quoi. C'est obligé. Et vous, vous en avez visité 3. Est-ce que tu penses que, j'allais dire c'est nécessaire, mais c'est pas le mot parce que rien n'est nécessaire ou obligatoire en vacances, mais ces 3-là étaient vraiment différents ou s'il fallait choisir, tu aurais fait moins ou plus? Tu vois ça comment? Tu as une architecture qui est commune, ils se ressemblent, mais en fait, ils sont tellement grands que tu as quand même une diversité. Donc moi, je pense quand même, j'avais fait le fort de Nizois aussi parce que, bon, Nizois, tu y vas pour le marché aux bêtes et après, bah, tu vas aussi au fort, c'est logique, dans ta même journée. Après, c'est sûr que quand tu en as visité un, tu n'as plus de surprise globale sur l'organisation intérieure, sur ce que tu vas y trouver. Mais après, ils offrent de telles vues sur le paysage que ça vaut quand même le coup. En plus, comme le prix est dérisoire, ça vaut Si le c'est coup sur d'y ton aller. chemin, vas-y. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et surtout, chose à pas négliger, quand tu vas dans des salles qui sont fermées, ça te repose un peu du soleil et des fois tu te dis: «Waouh, ça fait du bien». C'est pas mal, ouais, effectivement. Ça fait du bien pour les familles, on se pose là,
ça peut être aussi intéressant de respirer là-dessus. Ouais. Ok. Donc vous avez fait, alors j'ai pas les prononciations, Nakal, Ouais, Nakhal, Nahal, Nizois, Barla et Nizwa. ok, qui sont pas du tout au même endroit. Non, ils sont à plusieurs heures de route les uns des autres, mais c'est vrai que comme ils sont thématiques, comme c'est la thématique fortification, là, je pense que c'est bien de citer les trois. Tu as aussi celui de Jabrin, mais qui est à peu près dans le même esprit, on l'avait pas découvert, parce qu'on s'est dit qu'il fallait passer à autre chose pour la diversité du voyage, quoi. Ok. Alors quoi d'autre après l'effort? Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'est la baignade. Alors, c'est un peu difficile d'expliquer. Voilà, je vais faire plus de manière thématique. Le pied absolu à Oman, ce sont les wadis. Les wadis, en fait, c'est vraiment des lieux où tu peux te baigner et où tu as une eau vraiment verte, transparente. C'est Hmm. en pleine nature, en fait. C'est dans des gorges, c'est dans des énormes trous et franchement, c'est un plaisir dingue. On en a profité 3 qui étaient mieux les uns que les autres. Alors, il y en a un qui est un espèce de gros trou, comme un gros trou affaissé qui s'appelle le Bima Sinkhole, qui peut être fait depuis Mascate, mais nous, on l'avait fait de manière différente. En fait, un énorme trou, tu as de l'eau dedans, plein de poissons et l'eau est absolument transparente. C'est très, très bizarre de se baigner là, en fait, parce que tu as rien autour et tu as un trou là avec de l'eau. C'est vraiment dingue. Il doit y avoir une trentaine de mètres entre l'endroit où tu descends l'escalier et le trou. Alors certains fous sautent de là, mais je leur laisse ma place. Tu en as un deuxième qui s'appelle le Wadi Bani Khalid, qui est super beau. Il faut voir le contraste en fait entre la pierre qui est hyper blanche et l'eau qui est hyper verte turquoise. C'est dingue. Ça a l'air tellement beau. C'est un plaisir. Et surtout, tu as beaucoup de locaux aussi. Hein. C'est vraiment pas un lieu à touristes, tu as les locaux. Ah, très bien. Et ce qui est très, très sympa pour montrer aussi la pudeur du pays, c'est qu'avant ce wadi, en fait, tu as des gens je crois que c'était des gens du ministère du Tourisme qui viennent te voir et qui disent, vous savez, vous êtes en pays omanais, il faut se couvrir, etc. Donc, ils demandent vraiment aux femmes de se couvrir, aux hommes aussi. Hein, voilà. Donc, moi, je recommande même aux hommes de prendre quelque chose, vous savez, les petits hauts là, de baignade, c'est aussi bien. Voilà, moi, je trouve qu'il faut respecter les us et coutumes du pays. Donc, s'il faut se couvrir, faut se couvrir. C'est pas plus mal. Et ouais, c'est super beau. Tu as des toboggans naturels, tu as quelques côtes pour plonger. Alors, bref, c'est le paradis des gamins. Là, vraiment, ils adorent. Et puis, quand tu as une eau qui est bonne, mais qui te rafraîchit aussi, c'est vraiment, vraiment sympa. Et le plus beau pour moi, c'est le Wadi Shab. Alors, le Wadi Shab, ce qui est dingue, en fait, au départ, bah, tu te gares. Et après, en fait, tu es obligé de prendre un petit bateau Oh, pour passer de l'autre côté de la rive. Alors, le petit bateau, c'est un rial, c'est rien du tout. Et après, il faut marcher pendant 45 minutes. Donc, c'est sûr qu'il il faut avoir des gamins qui marchent bien, ou sinon, il faut un porte-bébé de randonnée, quoi. C'est quand même un peu plus pour des gamins qui sont un peu plus débrouillards, hein, donc 4-5 ans quand même, il faut qu'ils puissent avancer. Pas des gamins trop jeunes, évidemment, surtout quand tu as 45 minutes pour faire la rando, si tu as une urgence, c'est un peu compliqué. Et après, tu arrives en fait à des lieux où tu te dis, tu es au fin fond des gorges, et tu as une eau la pure qui arrive, paf, tu as ça là. Oh, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un pays qui est très sécure. Ça veut dire que tu peux laisser, alors évidemment, il peut t'arriver n'importe quoi, mais tu peux laisser ton sac avec tes affaires, ton appareil photo, tu vas te baigner une demi-heure, tu reviens, ton sac il est là. Tout le monde nous l'a dit, je le confirme, c'est hyper sécure. Pour vous comme pour vos affaires, il n'y a aucun moment, je me suis posé la question. Alors pensez à prendre un sac un peu, si vous voulez l'emporter avec vous, un sac imperméable qu'on peut mettre sur le dos, ça peut être bien. Mais voilà, les baignades dans les wadis, c'est super bien et tu as même une espèce de grotte au fond, tu passes dans un tout petit espace, ta tête elle passe à peine et après tu as un espace où tu peux sauter. Enfin vraiment, c'est un délice dans l'eau et c'est un délice visuel. Et t'en as plein. Après, nous, on a fait ceux qui étaient connus, mais tu as des bouquins qui sont spécialisés là-dedans pour découvrir ça en faisant du off-road. Et tu peux découvrir des lieux hallucinants, quoi. Mais bon, après, quand tu es en famille, je pense qu'il faut se cadrer, il faut aller dans les plus connus, là où tu peux avoir une intervention d'urgence si t'as un pépin avec tes enfants. Mais ouais, c'est super beau, quoi. Donc, les wadis, coup de cœur absolu, quoi. c'est des endroits où tu restes une demi-journée, une journée entière. Vous avez fait comment? Ouais, une demi-journée, parce qu'après, Mhm. je pense que tu as envie de voir autre chose. Puis après, une fois que tu t'es baigné, mine de rien, tu as faim et enfin, après, tu as envie de partir, quoi. Après, tu as pas mal de routes aussi pour y accéder, donc il faut aussi prendre son temps, quoi. Tu vas pas pour te baigner une heure et repartir. Oui, une demi-journée, moi, par site, ça me paraît pas mal. Ok, super. Bah, on passe à la prochaine étape. Ce que j'ai adoré aussi, alors là, c'est un village que bon, les guides recommandaient. Tu regardes des photos, tu fais ah, il devrait y aller quand même, ça doit être pas mal. C'est le village de Misfat. Alors le nom complet c'est Misfat Al Abriin, mais alors, c'est un tout petit village qui est sur la route de l'Amra. C'est vraiment le village traditionnel.
Tu que des constructions anciennes, c'est un village, en fait, avec un charme totalement indescriptible. Tu as des vieilles portes, les palmiers, enfin, tu vois vraiment ils sont en train de faire sécher les feuilles de palmier, tu vois les dattiers, enfin vraiment tu as de l'activité traditionnelle, agricole, tu as les dattiers, enfin vraiment c'est super beau. Tu vois toute la montagne et en fait, ils te font à un moment donné, t le village est ultra silencieux et là, le soir, ils lâchent les vannes et en fait, tu as toute l'eau qui coule dans tout le village et là, tu entends de l'eau arriver à gogo, comme ça, irriguer toutes les parties, en fait, inférieures. C'est vraiment, absolument magnifique, c'est un décor de carte postale. Ce village, il était dingue. En plus, il accueille une sorte de guest house qui devait être une des premières du pays. Alors maintenant, elle est ultra connue, mais elle est ultra connue aussi parce qu'elle est hyper belle. Ah, Certains ont toujours dit: «Ouais, c'est trop touristique». Ouais, mais c'est hyper touristique, pourquoi? Parce que ceux qui ont monté ça, ils ont fait un truc super. Voilà et en fait, c'est un bon plan, c'est le Misfa Old House. On peut voir, il ça se réserve sur Booking. Alors évidemment, il faut prendre bien, bien en amont et moi, je conseille même tu as un créneau, tu réserves. Voilà et comme ça, tu bloques ta journée, tu organises ton séjour et tu as vraiment des petites cases traditionnelles avec les lits au sol et les petites ouvertures fenêtres. Après, ils te servent à manger toute la soirée, c'est le bon temps absolu. Quand tu es reçu toujours avec un café à la cardamome, avec des dattes et tout. Enfin, vraiment un accueil extraordinaire. C'est vraiment le moment, moi, c'est le moment de déconnexion. Un des moments de déconnexion que j'ai eu à Oman, c'est à Misfat. Franchement, je serais bien resté 2-3 jours à rien faire, tu vois. Alors après, il y a plein de randos aussi, mais des randos, quand il fait 35 degrés, c'est un peu raide. Mais ouais, c'est le village traditionnel qui a su capter les touristes de manière assez intelligente. et c'est un village qui vit comme ça, quoi qu'il arrive, ou t'as l'impression que ça a été quand même un petit peu scénarisé pour les touristes? Non, non, tu vois que pour moi, il est pas, il est vraiment authentique. Ça va être Ah, un des seuls. super. Tu as vraiment des locaux qui bossent sur leurs dates, sur les feuilles et tout à sécher. Enfin, tu as le linge, tu as tes morceaux de linge qui sont étendus. Ouais, ouais, non, vraiment, ouais, ça vaut le coup d'y aller. Tu Ok. vraiment, et après, je pense que le tourisme leur amène aussi un peu de confort, c'est logique, quoi. C'est bien que ça aille dans les deux sens, que tu passes un bon Ouais, moment et qu'ils en profitent un minimum. ouais, moi, je suis d'accord avec ça, carrément. Ok. Alors après, tu as tout ce qui est, les montagnes, les djebel. C'est djebel en arabe, c'est la montagne. Tu as 2 sites qui ressortent particulièrement, hein, qui sont autour, hein, qui sont dans le coin. Bah, il y a un peu de temps de route évidemment, on n'est pas sur des durées, folles, donc c'est plutôt intéressant. Tu as le Djebel Chams. Chams, je crois que c'est le soleil en arabe. Djebel Chams, c'est en fait tu as un grand canyon. Ils appellent ça le grand canyon d'Arabie. Tu vois, c'est un point de vue en fait, hein, c'est assez dingue et ouais, tu as un canyon qui est fou, quoi. C'est un site très, 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 très beau, grand canyon d'Arabie et tu as aussi le Djebel Akdar. Akhdar, je crois, en arabe, ça veut dire vert. Donc, c'est la montagne verte. Et en fait, donc c'est un lieu où déjà, premièrement, tu es obligé d'avoir un 4x4. Et surtout, tu es contrôlé par l'armée en bas, en fait. Ils te laissent pas monter si t'en as pas. Non. En fait, tu comprends pas la montée, mais tu prends la descente. Que tu as besoin d'avoir un véhicule qui tient la route. Il faut vraiment que ce soit marqué Ford WD sur la log de ta bagnole. C'est un espèce de plateau, en fait. Tu as des montagnes et tu as plein de petits villages. Alors, des villages qui sont habités et des villages qui sont totalement abandonnés. Et c'est ça qui est assez dingue. Tu as des villages, tu plus rien, ce sont des ruines. Il y a plus rien. Il reste que les bâtiments. Alors, tu peux y aller un peu un peu en urbex. Tu rentres comme ça, tu marches et c'est vraiment dingue et tu as des villages super mignons et tout et je crois que c'est une culture de l'ail, tu as des champs verts, tu te dis: «Comment il peut y avoir du vert dans un lieu aussi aride?» C'est à faire sur une journée, voilà, tu découvres un petit peu les villages, c'est vraiment très, très beau et tu as des vues sur le pays, qui sont vraiment dingues et les gens sont hyper gentils parce que globalement, tu as pas beaucoup de touristes qui s'aventurent là-bas. Mhm. Toi, quand tu arrives, ils viennent te voir, te parlent, tu dis: «Est-ce que vous voulez que je prenne une petite photo?» mais sans aucune arrière-pensée. Voilà. Ils sont pas là pour te taper de l'argent ou, voilà, c'est vraiment juste pour te faire plaisir. Donc, le Djebel Akhdar, c'est un site vraiment, vraiment sympa où tu es, décontextualisé. Tu as des bassines avec des dattes sur des bancs, tu as un petit chat noir qui te passe devant, tu as un habitant vieux qui passe, qui te dit bonjour, une vieille porte, sculptée, puis tu as le petit bled qui est totalement abandonné, tu marches, hein, sur les cailloux pour aller le découvrir. Bref, bon, ça doit se voir que j'ai aimé. Oui, je Ça doit pense. s'entendre. Ça s'entend, ça c'est sûr. Donc, ça, c'était très, très, très beau. Donc pourquoi c'est si vert? C'est qu'il pleut quand même dans ce pays ou c'est particulièrement bien irrigué? Tu as beaucoup de systèmes d'irrigation, en fait. Tu vois beaucoup, beaucoup de tuyaux bien implantés et tout et ouais, en fait, ils arrivent vraiment alors évidemment, c'est hyper aride, hein, mais ils arrivent clairement en terrasse à irriguer. Comme quoi tu peux avoir peu d'eau et savoir bien t'en servir et j'avais lu aussi que comme tu étais dans un système, enfin dans un espace plus montagne, ils arrivaient aussi à capter une rosée du matin.
Ah, qui leur permettait aussi de gérer leur plantation. Donc, ouais, c'était assez sympa, quoi. Et c'est vrai, quand tu vois des montagnes hyper hautes comme ça, un ciel bleu et puis un petit champ tout vert en terrasse, c'est trop, 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 trop beau, quoi. bon, après la montagne, on va où? On va dans le désert? Ouais. Ouais, évidemment. Alors là, pour des gamins un peu trop petits, je dirais non. Mmh. On t'emmène dans le désert, donc en fait, tu peux réserver tu différentes manières d'y aller. Tu dois automatiquement passer par un prestataire professionnel, évidemment, parce que c'est un milieu que tu connais pas. Tu as des très grands campements où tu as des centaines de tentes. Bon, Bof. bof, moi j'aime pas trop ça. J'avais réservé, dans le désert, un espace en fait où tu avais, c'était 2 tentes au final et on a vu qu'il y en avait 4 au moment où on est arrivés, ils en avaient construit 2 autres. C'est des tentes vraiment, typiques bédouines mais surélevées en fait, pour faire avec tout le confort, tu vois? Tu as l'électricité, tu as un peu de lumière, tu as un petit espace où tu as des toilettes et cetera. Là tu te dis déjà, comment? Mais bon, à l'époque, j'avais payé quand même plus de 200 € la nuit. Voilà, c'est cher, mais c'est hyper sympa. Donc tu viens dans le village, alors je me rappelle plus du nom du village, hein, mais on va te l'indiquer et puis tu as un gars qui vient, il me dit: «Bah, on va conduire ton 4x4 et c'est toi qui vas conduire». Là, tu fais: «Ouh!» Et en fait, il me dit alors la blague: «Tu vas voir, même ta femme peut y arriver». Ah bah ça, si c'est pas une blague sexiste. Blague pas validée en Occident, mais bon, on lui a pas dit. On a laissé couler. Donc moi, j'ai conduit à l'aller. Et en fait, c'est vrai qu'une fois que tu as compris comment ça marchait, la conduite sur sable, c'est pas très difficile, en fait. Voilà, tu as des réflexes, alors au départ, tu es comme ça, c'est comme si tu conduisais sur la neige, hein. Et là, il va dire, par exemple, sur la montée: «Accélère, tu freines surtout pas, tu restes comme ça», il te donne 2-3 conseils et au final, tu t'en sors bien. Plutôt ce qui est plutôt fun. Alors évidemment, tu as un petit arrêt avec une tante bédouine de sa famille, où on essaie de te faire acheter quelques colliers. Bon bref, il te force à rien, voilà. Donc au moins, c'est pas insistant, donc j'apprécie. Tu as une démarche commerciale, c'est pour faire vivre aussi les bédouins qui sont sur place. Moi, je l'entends. Après, tu fais ton choix, mais je critique pas ce mode-là. Et après, tu arrives au bout de 15-20 minutes de conduite et on te présente, bah, c'est là que tu vas manger, c'est là que tu vas dormir. Et là, tu es vraiment en plein désert. Tu as des dunes à perte de vue. C'est tout ce que tu as imaginé en tant qu'Européen, tu sais, sur le désert, le Rose d'Arabie, etc. C'est ça, quoi. Tu es là-dedans, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est le silence. Le vrai silence, quoi. T'entends rien. Et là, tu vas entendre un mais tu dis: «Mais elle est où celle-là?» Et en fait, c'est un gars qui traverse le désert, tu le vois pas, quoi. Et donc c'est assez dingue. Donc on a mangé un repas, il y avait 4 tentes, donc il y avait des Suisses, on était une dizaine. Alors maintenant, je crois qu'ils en sont à 10 tentes, donc ils se sont vraiment développés, ce qui est un peu dommage. Et moi, j'ai eu la chance de le faire avec 4 tentes, ce qui est très léger, quoi. Tu fais ton repas, clair de lune et tout, tu manges très bien en plus. Tu as un gars qui est là pour t'assister, tu as un gars qui reste toujours, hein, toute la nuit, ici. Donc si tu as un souci, tu as quand même quelqu'un, mais c'est vrai que si tu as un souci urgent en plein désert, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que pour les enfants, il faut voir par rapport à l'âge. Et après, tu as la nuit totale et nous, il y avait pleine lune. C'était pas nuit noire, tu vois? On pouvait pas voir trop les étoiles, mais il y avait, la lune et en fait, bah, tu pas envie de dormir, quoi, dans ta tente. Tous les autres là du trajet qui étaient avec nous ce jour-là, ils sont tous dormis, mais c'est pas possible. Donc nous, on s'était levés plusieurs fois dans la nuit et tu marches et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu rien autour de toi et en fait, sur le sable, tu as plein de petits insectes, en fait, qui ont laissé leurs traces. Là, tu dis: «En fait, il y a de la vie autour de nous» et toi, tu crois que tu es seul, mais non, tu es loin d'être seul, mon pote. Ça, c'est assez marrant et surtout, bah, ce qu'on voulait se faire, c'était le lever du soleil, quoi. Donc on avait mis l'alarme, pas besoin d'écouter l'alarme parce que de toute façon, on savait très bien qu'on allait être réveillés et on était les seuls à regarder le lever du soleil. Tous les autres étaient restés couchés, ce qui me paraissait improbable et là, tu as une couleur orangée qui arrive, silence et en fait, on a eu la chance d'avoir une espèce de brouillard, en fait, au-dessus. Oh là là! Waouh. Moi, c'est un moment dingue, quoi. Dingue, de toute façon, les déserts, je trouve ça fascinant. Peu importe, leur forme, en fait, hein, Wadi Rum, Jordanie, enfin, le désert, c'est un lieu que j'adore parce que tu crois qu'il ne s'y passe rien, mais tu as des gens qui y vivent, des animaux qui y vivent, il y a une vraie vie qui s'y organise. Moi, je trouve ça dingue et ouais, voilà, donc le Charqui Hassans ou Wahib Hassans, ça dépend, il y a 2 noms. Pour moi, c'est incontournable à faire, vraiment et en fait, quand tu pars, tu as les boules. Parce que tu te dis: «J'ai vécu un moment hors du temps». Voilà, après ma compagne a conduit au retour, elle s'est bien débrouillée, donc comme quoi tout le monde peut le faire. Il faut vraiment prendre confiance, hein. Si on vous dit: «Conduisez», allez-y quoi, c'est une expérience de dingue. Et ouais, c'est une nuit qui coûte très cher, hein, c'est indéniable, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Donc ouais, non vraiment, Incontournable. ah ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il reste encore, un endroit dont tu veux nous parler? Ouais, il y en a 2. Il y a une route aussi, pour ceux qui aiment bien le 4x4, il y a une route entre, Al Awabi et le Wadi Beni Auf. En fait, c'est une route hyper connue qui dure, 5 heures.
Ouf! 5-6 heures en fait, du 4x4, alors pur et dur, hein. Tu au fin fond du monde, hein. Mais tu as quelques villages et tout, donc c'est vraiment, hyper sec, voilà. Des fois, tu montes à 5 km/h en passant les rapports hyper c'est vraiment sportif, quoi. Mais en fait, moi, je le recommande parce que des fois, certains peuvent se dire: «Ah mais est-ce que je vais y arriver?» tout ça. Oui, et en fait, tu y arrives et ce sont les plus beaux paysages que j'ai vus à Oman, donc c'est, cette fameuse route-là, faire du off-road à Oman, ça vaut le coup. Mais il faut, bien gérer son temps, avoir un téléphone, bien chargé, prendre un guide. Il y a un guide, Oman Off-road qui se vend sur différents sites qui est super bien fait. Ça permet de découvrir en fait des lieux hors tourisme, en fait. Alors ça, c'est pas hors tourisme, mais ça l'est quand même. 5 heures, au fin fond des montagnes, je veux dire que ça te décoiffe, quoi. Ça bouge beaucoup? Ça dépend des moments. Des fois, ça te secoue clairement le ventre Ouais. et des fois, tu dis: «Oh, ça va». Puis tu vois des villages, ce qui est je me rappelle de certains villages, tu des villages, tu dis: «Mais comment, techniquement, les gens peuvent vivre ici?» Parce qu'ils sont loin de tout pour l'accès à tout, même aux biens de consommation les plus essentiels, et tu as un terrain de foot, là, bam! Au bout du village, vert de chez vert, tu vois? C'est c'est terrain de foot professionnel en Angleterre, tu sais? Paf! Ils sont là. Tu dis: «Comment ça tient?» Alors peut-être que c'est du synthétique, je sais pas, je suis pas allé voir en vrai, parce que le village était trop loin. Mais ouais, c'est assez incroyable. Donc cette route-là, moi, je la recommande, et surtout le dernier, il y a Nizois, par rapport au marché, le Friday Market là, où ils font le marché aux animaux. Alors moi, j'ai du mal avec, la violence, vis-à-vis des animaux. On a réduit notre consommation de viande, même si on a un peu repris, avec la petite, parce qu'il faut lui faire quand même découvrir. En fait, de 6 heures à 9 heures le vendredi, tu as un marché où, ils tournent tous en rond, en fait, les bêtes tournent en rond, sont présentées, en fait, pour l'achat. Ouais. Et tu as toutes les tribus bédouines. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les interactions sociales, en fait. Les touristes sont bienvenus, hein, si tu es discret, tu te poses à côté d'eux, impec, quoi. Tu as des enfants, tu as les femmes bédouines avec leur masque sur le visage, tu as les vieux Omanais et tout avec, tu sais, les dents un peu noires. Enfin, vraiment, tu as tout, tu as du plus ancien Omanais, tu as l'odeur, en fait, l'odeur des chèvres, tu sais, des déjections des animaux, et cetera, et en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et tu vois que certains viennent à telle personne négocier le prix. Enfin, c'est éthiquement bof par rapport aux animaux, Mmh. évidemment, socialement hyper intéressant. Tu fais ça le matin, après tu vas, au fort parce que tu as une vue extraordinaire sur la ville. Le fort de Niswa est très sympa. Des fois, tu as des démonstrations aussi de chants omanais traditionnels et de danse traditionnelle fait par des hommes, super beau. Moi, je recommande Niswa vendredi matin. Et après, surtout, ils te vendent des dattes à Niswa, des dattes noires. Non mais ça, c'est mon regret, j'en ai pas pris assez. J'aurais dû même prendre une valise pour en ramener. Non mais des dattes, mais les dattes que tu manges en Europe, ça n'a rien à voir, quoi. Les dattes omanaises, c'est une tuerie. Voilà, ça n'a rien à voir avec les dattes que tu as en Israël ou au Moyen-Orient, enfin au Maroc, et cetera, Algérie. Alors je les aime bien, hein, mais celles d'Oman, waouh, c'est un délice. Tu prends ça, un petit café cardamome, mais s'en faire exploser le ventre, quoi. Vraiment, j'ai adoré, quoi. Donc il y a ça, hein, Niçois, c'est très sympa, et puis tu vois vraiment, tu as des gens qui veulent bien te payer le thé, voilà, parler avec toi. L'hospitalité omanaise est une réalité. Nous, quand on visitait, un coin du Jebel Arda, on a été topé par Salim. Il nous a dit: «Ah, venez, on va boire un café». Il nous a présenté. Moi, je fais ça. «Je suis guide si vous voulez». Bon, nous, on voulait pas. On me dit: «Parfait». Il nous a gardé avec lui pendant 1 heure. Il montrait ses photos de sa famille, il montrait les nôtres. Il y avait une vraie volonté de connaître l'autre sans lui vendre quelque chose de particulier. Et aussi, le dernier point, moi, j'aime bien insister là-dessus, c'est une ville qu'on a découverte, c'est la ville de Sour, qui est un peu plus au sud du pays. Alors, Sour, c'est totalement différent comme ambiance. Il faut savoir, à Sour, en fait, il y a une influence, wahhabite pour l'islam. C'est pas l'islam ibadite qui est en majorité, c'est l'islam wahhabite, donc c'est l'islam qui est appliqué, en fait, en Arabie Saoudite. En fait, c'est une ville qui est hyper conservatrice, et par exemple, même si tu es habitué, alors tu as un carrefour, hein, tout ce qui est plus, banal avec le logo de Carrefour, même écrit en arabe, quoi, et quand tu rentres à Carrefour, moi, ce qui m'a interpellé aussi, c'est l'intensité du voile des femmes. Ah, Vraiment, c'est un voile intégral. Alors c'est pas burqa à l'afghane ou à la pakistanaise, c'est un voile tout habillé de noir, plus un voile, un peu comme un voile de mariée, mais un voile noir par-dessus le visage. C'est juste à savoir, la ville de Sour, voilà, elle est très conservatrice, tu le sens. Ce que j'ai bien aimé à Sour, voilà, j'ai bien aimé me balader à la plage, en fait. Parce que tu as une belle vue sur l'autre village qui est au fond, et en fait, ce qui est bien, c'est que la plage, c'est le lieu, où les gars jouent au foot. Un truc, c'était marrant, on avait marché le long de la plage, et un souvenir impérissable. La plage était vraiment bondée de mecs qui jouaient au foot, hein, ils jouaient leur vie. Et après, on va, se balader tout au fond pour voir le village de plus près, et puis on entend un appel à la prière. Ouais, très bien, on adore ça. Moi, je suis fasciné par l'appel à la prière, dans ces pays-là. Une fois arrivé au bout, on prend une photo, on s'étend et on se retourne, et là, plus personne. Tout le monde était parti. On était les 2 sur la plage.
tout le monde était fait à sa prière. C'était vraiment, je sens que c'était appliqué de manière très rigoriste, quoi. Il fallait y aller, quoi. C'était vraiment la prière du soir et la plage, en fait, elle était vide, alors qu'elle était pleine 2 minutes avant. Tout le monde était parti comme ça, c'était assez dingue, quoi. Donc après, ouais, c'est un lieu aussi sourd pour, rayonner un petit peu plus loin, sur le sud. Mais ouais, c'était une ville sympa en fin de séjour, quoi. Après, voilà, c'est un très beau pays. Il y a quelques défauts, il y a quelques petits trucs qui m'ont pas plu aussi, mais globalement, c'est une destination fascinante. Qu'est-ce qui t'a pas plu justement, puisque tu viens de le dire? Le plastique, Ah! niveau déchets, c'est une cata. Tu vois les belles plages à Mascate, mais quand tu mets juste la tête en bas, tu vois des tonnes de bouteilles et de sacs bleus Mmh. et tu vois des gens même balancer des poubelles comme ça, quoi. Et là, tu te dis: «Waouh, c'est pas possible, quoi». Avoir un pays si beau et le salir comme ça, c'est très compliqué. Bah, c'est beaucoup les pays, hein, du Golfe Persique, hein, quand tu regardes le long des routes ou quoi que ce soit ou au Moyen-Orient, ouais, c'est compliqué. La saleté m'a gêné. C'est Mmh. là qu'on se dit quand même quand dans les pays occidentaux, on a quand même, Un peu plus conscience de ça? ah ouais, voilà et ouais, c'est, des bouteilles en verre qui sont déposées à des endroits où tu sais, où tu as des super points de vue comme au Djebel Shems là, tu vois des bouteilles de bière, de whisky, tu sais, alors que l'alcool est interdit, c'est assez, Ah oui, c'est pas mal ça. tu ça et tu te dis: «Mais les gars, si vous êtes venus boire un coup ici, c'est que vous avez aimé le lieu, pourquoi vous y laissez vos cochonneries, en fait, quoi?» Mmh mh. Donc ouais, ça c'est un peu dommage. Après, comme c'est un pays qui est très grand aussi, mon regret, c'est de ne pas avoir pu découvrir les 2 autres régions qui sont le Dhofar et Musandam. Mmh. Voilà, donc après ça demande beaucoup de kilomètres, il faut prendre l'avion et cetera, peut-être moins adapté aux enfants. Mais en tout cas, ce que j'ai découvert là, je confirme, j'aurais pu, ma fille, elle a 3-4 ans, je l'emmène sans aucun problème et j'incite tous les parents à découvrir, sans aucun souci, cette destination. C'est sécure, il fait beau, il fait chaud, il y a des choses à voir, c'est diversifié. Les gens sont très sympas, impec. En termes d'hébergement, vous avez, fait, du Airbnb, du Booking, mais est-ce qu'il y a eu des choses, un peu différentes, des conseils, sur le type de logement à réserver? Tu vois ça comment? À Mascate, on avait été chez un habitant qui avait fait un appartement juste dans la porte en face de chez lui, un appartement complet. On a été dans des appart-hôtels à Sour, on a été dans des guest house, on a dormi dans le désert dans une tente bédouine. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de varier son hébergement parce que tu as différentes manières de vivre le pays selon l'hébergement. Après moi, je peux comprendre qu'on peut prendre un super hôtel à Mascate pour profiter d'une super piscine avec vue. Moi, j'aime bien des fois. Mais je pense qu'il faut varier, voilà et quelquefois alors Mascate, c'est un peu cher et des fois tu te dis mais par exemple à Sourds, je me rappelle avoir loué un appart-hôtel, c'était super bien. Cuisine, tout, c'était 50 balles, mais qu'est-ce que ça va être? Parce que tu te dis: «C'est pas possible qu'un pays avec un tel niveau de vie te propose ça» Mmh. et en fait non, c'était impec. Donc ouais, des fois tu as des prix, tu te dis: «C'est si peu cher?» Ouais, prends, ça vaut le coup. Les hébergements sont pas démentiels sur des villes, traditionnelles en fait. Par contre après, c'est sûr qu'à Mascate, ça va augmenter. C'est pour ça qu'Airbnb, c'est mieux et après le désert fait que tu vas te faire un peu cartonner financièrement. Ouais. Donc c'est vrai qu'à la fin, l'hébergement, c'est un voyage qui revient quand même, assez cher parce qu'il faut louer quand même un 4x4 pour être tranquille, donc le 4x4, c'est quand même cher. Les logements sont assez chers, les restos sont pas donnés. C'est une destination qui est pas cheap, mais qui ne va pas te rendre exsangue non plus, quoi. Voilà. Et donc ça a représenté, quel budget, à peu près? Alors j'ai pas calculé parce que ça m'affole de calculer mon budget à la fin. Mais c'était un voyage que je faisais intermédiaire. Je pense qu'on a dû s'en tirer pour 3 000 €, ouais 3 000 € parce que la bagnole, c'était, à peu près 70 € par jour. Logement, l'avion, ouais, 3 000 € parce qu'on a eu des tarifs vraiment pas chers pour l'avion. On a réussi à négocier un 4x4 pas trop cher, sinon c'est plus élevé. On a bouffé pas mal en allant au supermarché, on a acheté nos spécialités, locales pour se faire plaisir. On a pris de l'houmous en intraveineuse, comme d'hab et ouais, tu arrives à équilibrer comme ça, quoi. Puis comme tu as des activités qui sont beaucoup nature et les forts sont c'est pas cher en fait, ton budget n'est pas, tué avec les activités, en fait. Tu viens de parler, spécialité culinaire, on mange quoi à Oman? Tu as beaucoup de nourriture indienne, parce que tu as beaucoup d'immigration indienne. Tu as beaucoup de plats indiens, tu as un plat, je crois, qui s'appelle le kesbeh, c'est une espèce de poulet avec tout un assortiment, d'aromates et d'épices. Oui, tu as différents plats, alors c'est beaucoup de l'agneau, c'est beaucoup du agneau, mouton, bœuf, tu as beaucoup de viande, hein, il y a des plats avec, de la viande, mais tu peux équilibrer aussi avec d'autres repas. Tu as quelques restos qui sont super bons à Mascate. Après, j'ai pas, de souvenirs, impérissables de la nourriture à Oman. Je pense pas que ce soit une destination, gastronomie, au contraire, par exemple, d'Israël ou de la Jordanie, par exemple.
Ok, bon, on a fait un bon tour là. Bah ouais. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions un peu plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage? Ah, il y en a 2. Ah, Je suis 2 ou faut que je fasse un choix? non, non, tu peux dire les deux. Le plus beau pour moi, sans hésiter presque, parce qu'il y en a un qui talonne, c'est la Namibie. Ça m'a, c'est extraordinaire comme pays. Moi, c'est, un choc, mais, un choc à t'en faire, claquer ta vie ici et tout claquer pour aller là-bas. Le pire, c'est que j'y pense à moitié. C'est ouais, ça me oh là là! Parce qu'en fait, ouais, tu arrives dans un pays, alors déjà, ouais, on a été dans une réserve, tu fais une rando, tu as toute l'image, tu vois, de l'Afrique. Après, on a été sur Etosha, où vraiment, bah, tu as tous les animaux que tu vois, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, en liberté, tu te poses, tu attends. Tu vois plein de voitures, il y a un guépard, tu te poses, tu attends qu'il sorte sa tête. Mais quel plaisir, quoi. Tu roules 4 heures, tu as une côte où il fait 15°, tu as des phoques. Hmm. Tu t'imagines même pas. Tu roules encore 5-6 heures, tu arrives, tu as un désert orangé, sauce Lulay, un truc de dingue. La capitale, tu as des villes sur la côte, avant de parler de la capitale, tu as des villes sur la côte, on te dit Guten Tag quand tu rentres dans une église. Tu as le plat du jour, Special choucroute. Là, tu te dis: «Putain». Et en fait, vraiment, comme ça avait été colonisation allemande dans les années 10, vraiment pays extraordinaire. Et moi, je rêverais, moi, l'Afrique australe, ça a été un coup de cœur, mais alors monumental. Et je pense que les enfants, tu emmènes des enfants là-dedans. Alors, j'ai rien contre les zoos, je sais pas trop quoi en penser, mais quand tu vois des animaux comme ça en situation, tu fais: «Waouh, quel bonheur!» Et franchement, quel bonheur de vivre ça une fois, de voir de tels animaux en liberté dans leur espace naturel. Ouais. Quel kiff! Vraiment, je recommande à tout le monde de se serrer la ceinture pour une fois vivre ça. Vraiment. Namibie, extraordinaire. Donc numéro un, numéro 2. Les Seychelles, ça c'était un rêve de mes parents pendant des années, qui n'ont toujours pas réalisé d'ailleurs. Moi je l'ai réalisé à leur place et je suis allé en fait, moi j'aime beaucoup les belles plages. Alors j'habite le Finistère, donc j'ai les plus belles plages de France, ça c'est Évidemment. sûr. Je pense que c'est vrai. Mais j'ai les plus belles plages de France, sauf que j'ai une eau très, Froide? voilà. Les Seychelles en fait, on rêvait d'y aller, aussi parce que, bah, les plages, les gros rochers granitiques. On y est allé une fois, c'était en 2016. Coup de cœur absolu, phénoménal. On avait découvert les 3 îles principales. Oh là là, c'est le temps s'arrête, quoi. Et l'année d'après, parce que moi je surveille, régulièrement en fait les offres d'avion avant cette crise-là qui n'en finit plus. Et je vois pour l'été une offre de dingue, mais genre c'était 550 € un Paris-Seychelles en vol direct, bouffe comprise, valise comprise. En plein été, vacances quoi. Saison, raisonnée, intéressante. Là, j'appelle ma compagne, je fais: «Tu as 10 minutes pour me répondre?» Et en fait, on a revalidé et l'année d'après, on y est retourné, découvrir les autres sites qu'on n'avait pas eu le temps de découvrir et c'était un choc. Et j'ai tout à fait envie d'y emmener ma fille. Je suis frustré au possible de voir que c'est galère. Parce que c'est pas le fait tu peux y aller, mais tu as pas envie de rester bloqué dans un pays avec une gamine de 15 mois, c'est le moindre problème. Ah bah c'est sûr. Alors évidemment, les plages sont superbes, mais tu as toute une ambiance, tu as des belles montagnes, tu as des randos à faire, tu as la vallée de Mai. Il y a pas que la plage, plage, quoi. Et les gens qui vont dire: «Ouais, mais j'aime pas la plage». Ouais, mais des plages comme ça, je peux te dire que tu les aimes. Parce qu'une eau à 27-28°, voire plus, des odeurs particulières, un petit poisson grillé derrière, oh là là là. Bref, un délice à découvrir aussi, bien loin des clichés. Et surtout, c'est une destination assez, attends, entre guillemets, «abordable», parce que tout le monde se dit: «Oui, il y a que des 5 étoiles», mais non. Tu peux louer des super petits apparts sur Airbnb à pas trop cher et là, tu économises grandement ton coût, quoi. Il y a pas que le 5 étoiles, quoi. Donc et je pense que c'est bien mieux de découvrir comme ça qu'en 5 étoiles. C'est bon à savoir. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? Oser Ouais. l'Inde, parce que, je pense qu'il faut être bien armé, psychiquement pour y aller, pour, la densité de population, pour, je pense que c'est un autre monde, c'est l'image que j'en ai. Le monde animal, les hommes partout, la pression, la densité, la nourriture, peut-être même sans forcément, mauvaise connotation, la saleté dans les rues, enfin, tu vois? C'est un peu l'image que tu peux en avoir. J'ai pas osé y aller avant. Par contre, je me vois pas, ne pas y aller une fois dans ma vie, ça c'est sûr, au Rajasthan, ou au Kerala au sud. Je ne vois pas il faut que j'y aille, c'est Mmh. sûr, mais j'ai emmené ma gamine, je la prépare. Et l'autre pays que j'ai pas encore osé y aller, et j'aurais dû parce que vu la crise, c'est l'Iran.
C'est un pays qui me fascine depuis des années. On devait y aller et puis voilà et on a repoussé en fait, on devait y aller en février 2020 et on a été avec des potes, aux Émirats avec enfants justement et on parce qu'ils voulaient y aller donc oui bon, on ira plus tard et vu la crise et le Covid qui a démarré un peu plus tôt là-bas, on était bien contents de pas y être à ce moment-là. Oh oui. L'Iran et l'Inde, ce sont les 2 pays que je n'ai pas encore osé, découvrir, mais je peux te jurer que je vais y aller. C'est sur la liste. Ah oui, c'est même plus une liste, là, c'est, une envie viscérale, quoi. On a les bouquins à la maison, voilà, c'est des trucs, surtout l'Iran, moi j'ai envie de découvrir ce pays, moi ça me fascine, quoi. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait? Regretter? Mmh. Non, pas regretter. Une ville qui m'a laissé un peu pantois, c'est Bruxelles, parce que, me faire, presque apagayer avec ma compagne, un peu agressif alors que tu es à côté d'elle par certaines personnes, c'est un peu désagréable. J'ai pas gardé un bon souvenir de Bruxelles, j'ai pas trouvé que c'était une ville agréable. Pourtant je la trouve jolie, hein, esthétiquement et tout, mais je m'y suis pas plu. J'avais passé un long week-end là-bas et même ma compagne, on n'a pas accroché et c'est peut-être oui, après j'ai pas regretté d'y aller, au contraire, hein, mais je sais pas, c'est peut-être pas le bon mood, peut-être pas le bon moment, bonne personne, bon climat, ça allait pas, c'était pas top. Après non, j'ai pas regretté parce qu'en général, dans mes voyages, je réponds pas à une mode, je réponds à une envie perso. Donc je vais pas aller à tel endroit parce que tout le monde y va, quoi. Je vais y aller parce que j'en ai envie ou parce que j'ai vraiment trouvé un bon plan, là, timing financier, je me dis: «Tiens, c'est l'occasion, on y va». Donc c'est pour ça que j'ai pas de regrets particuliers. Hormis Bruxelles qui m'a vraiment laissé un peu pantois. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé? Bah, en Sicile, quand tu arrives et que tu as pas trop regardé ta carte bancaire et qu'on te dit que tu as une carte de débit et pas une carte de crédit pour louer la bagnole, alors que tu as une carte, gold, tu vois? Et en fait, ils ont joué en 2016, l'Union européenne a changé le truc, tu sais, où tu dois sur chaque carte bancaire avoir marqué débit ou crédit et moi j'ai marqué débit, donc ils m'avaient raqué, une quarantaine d'euros par jour pour pouvoir accepter, le fait que je puisse louer la bagnole. Donc quand tu commences et que tu as moins 400 balles à l'entrée d'un voyage, Ouf! bon tu dis: «J'y suis», donc bon, allez, on y va. Mais ouais, ces trucs, je m'en serais bien passé. Ouais, sinon j'ai jamais eu d'embrouille, ouais, on a toujours trouvé une solution, quoi. Il nous arrive toujours des petites bricoles, mais on avait crevé en Namibie, bon les gars étaient vachement sympas, ils nous avaient changé le truc, enfin, les seules petites embrouilles qu'on a eues, on les a vite résolues. Mais c'est vrai que là, arrivé, et puis tu vois quand en Sicile, quand tu arrives que le papier il est déjà surligné pour les Français, traduit en français, surligné jaune, comme quoi tu vas payer, tu te dis que c'est vraiment une petite magouille. Donc avis, à l'aéroport de Catane, bof. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Botswana. Botswana et Afrique du Sud, c'est les 2, j'ai l'impression un jour, j'aimerais bien faire un trip entre les 2 pays. Mais le Botswana au-dessus, quoi. Moi, j'ai envie de voir l'Okavango. Ça me titille depuis des années là. Je suis pas bien, ça palpite dans mon cœur, il va falloir que j'y aille. Donc j'attends que la petite soit un peu plus grande, parce que j'ai envie au départ, j'avais envie de faire ça pour mes 40 ans, mais je me dis que ce serait quand même dommage de pas emmener ma gamine. J'ai envie de tout lui faire découvrir, j'ai pas envie de faire un seul voyage sans elle, en fait. J'avais pensé à la mettre chez papy mamie une fois de temps en temps, mais en fait non. J'ai envie que tout ce que je vis, j'ai envie qu'elle le vive aussi, quoi. Donc j'attendrai quelques années, mais j'irai au Botswana, je prendrai mon gros 4x4, ça me donnerait à faire du camping avec la petite. Voilà. On en a un peu parlé dans des deux épisodes que j'ai fait avec Marilyn il y a pas longtemps, qui fait tout un road trip, alors un vrai road trip de plusieurs années en Afrique et qui a visité différents pays, dont le Botswana. Ah, faut que j'écoute ça. Ouais. Ah ouais, ça me donne, l'Afrique, je trouve j'ai jamais été aussi heureux que quand je suis en Afrique. J'ai vraiment, tu te dis: «Waouh!» Ah, ça a l'air fou. Ouais, c'est les 2, ouais, moi, le Golfe Persique, Moyen-Orient et l'Afrique, c'est les endroits où vraiment je me sens bien, quoi. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Là, ils peuvent me trouver sur le site internet qu'on a fait avec ma compagne là, Incorrigible Caméléon. Alors pourquoi Incorrigible Caméléon? Parce que alors Caméléon déjà parce que, en gros, peu importe où je suis, j'arrive à m'adapter. Que ça soit dans le domaine professionnel, perso, dans un pays, langue, j'arrive toujours à peu près à m'adapter, j'ai jamais eu trop de soucis avec ça, donc on m'a un peu appelé le caméléon. Et puis incorrigible parce que j'avais une pote qui s'appelle Anne, qui se reconnaîtra si elle m'écoute, qui m'avait dit, «Putain, mais tu as déjà un voyage, tu es incorrigible, tu en as déjà un autre». Donc en fait, on a allié les 2, on a allié Ah, l'adjectif avec caméléon, incorrigible caméléon. Et puis j'avais une copine qui est prof d'art à Londres qui avait dessiné le caméléon qu'on voit sur le site là. Je lui avais demandé volontairement de faire un caméléon qui était un peu, mi-homme, mi-femme en fait. On voit un peu près, pour représenter en fait nos 2 personnes, avec Laetitia quoi, ma compagne et puis, ouais, sur Incorrigible Caméléon et Incorrigible Cam sur Instagram.
Donc ouais, les gens peuvent vous retrouver, lire les articles. C'est sans prétention, c'est juste pour kiffer, se faire plaisir et voilà. Et sinon, je suis du Finistère, voilà, le plus beau département. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode et pour avoir Ouais, été sur le site, je conseille grandement parce que vraiment j'aime beaucoup le petit conseil à la fin des étapes et toutes les photos qui nous font déjà vivre la destination. merci. Merci beaucoup Marc pour ce très chouette carnet de voyage à Oman. On a appris plein de choses et on a vraiment voyagé avec toi. C'est que de l'audio, mais moi j'y étais quoi, vraiment. Bon, tant mieux, c'est bien, ça me fait plaisir. Merci. Merci à toi et à bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté ? Pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous avez des questions ? Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast ? Eh ben on se retrouve sur Instagram, @famillevoyage_blog. Vous savez, c'est le tiré du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions. J'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.